Pourquoi l'UE compte sur votre smartphone? Oui, j'attaque fort pour ce nouveau cycle de discussion en évoquant les effets de la téléphonie mobile dans l'avancée du projet européen. Je désigne le smartphone comme le meilleur collaborateur de l'Union, mais pour que les choses soient claires, je veux dire par là le meilleur collabo de l'UE. Et l'objet de cette séquence est précisément de montrer comment. Alors, d'abord un petit parallèle intéressant. Fondamentalement, le smartphone est le double technologique de ce qu'est l'Union européenne dans le domaine politique. Il s'agit d'un appareil intégrateur et qui procède par élargissement successif de ses fonctions et de ses champs d'application. Alors qu'est-ce que j'entends par appareil intégrateur? Tout simplement un appareil qui se substitue à toute une gamme d'autres produits pour en accomplir les fonctions dans un seul et unique objet, comme un couteau suisse qui est à la fois un coupe-ongle, un ouvre-boîte, un décapsuleur, une fourchette et j'en passe. Je donne quelques exemples. Le smartphone est à soi seul non seulement un téléphone mobile, sa fonction première qu'on oublierait presque, mais aussi un baladeur, un appareil photo, une radio au sens du transistor, une lampe, une calculatrice, une boussole, une carte, un caméscope, un dictaphone, une liseuse, une loupe, voire un microscope, etc., etc. Et en outre, dans la plupart des cas, l'intégration de ces fonctionnalités s'est soldée par la disparition pure et simple des objets qui les assumaient jusque-là, par une sorte d'intégration fatale. Plus de baladeurs aujourd'hui, plus ou quasiment plus d'appareils photo numériques, etc., etc. Le smartphone les a absorbés, dévorés. Voilà qui était pour l'analogie. Alors c'est finalement un travail d'optimisation qui peut paraître salutaire sur le plan écologique puisque on diminue le nombre d'appareils en circulation et ce travail, l'Union européenne, par profession de foi verte, mais pas que, on va le voir, ne peut pas y rester insensible. Car il se trouve en plus que les fonctionnalités de base de l'appareil ont elles-mêmes évolué dans un sens tout à fait conforme aux visées européennes. Au départ, ce n'était pas le cas. L'apport du smartphone par rapport au téléphone mobile classique n'était pas forcément vu d'un bon œil par l'Union européenne, parce qu'en ouvrant sur la galaxie Internet, l'objet devenait une sorte de galerie marchande ambulante, une centrale d'achat portable, qui augmente et banalise l'achat dématérialisé d'objets physiques, en parfait serviteur de la société de consommation, et donc en contradiction avec les préceptes écologistes de sobriété qui sont devenus le cheval de bataille de l'Union. Et effectivement, la fortune des eBay, Amazon et consorts est bien due au smartphone qui a épaulé et amplifié l'œuvre des ordinateurs. Mais en parallèle se sont fait jour les merveilleuses perspectives offertes par la messagerie instantanée, les réseaux sociaux, dont les smartphones sont devenus les vecteurs principaux devant les ordinateurs, avec le progrès du Wi-Fi et de la puissance des réseaux mobiles, 3G, 4G, 5G, etc. Et la gamme infinie des propositions encouragées par les plateformes d'accès et de services, des propositions hautement rémunératrices et spéculatives. Alors, multiplication des transactions dématérialisées, des moyens de paiement électronique instantanés, d'authentification et d'identification itinérante, etc. Le tout faisant du smartphone l'instrument indispensable dans la vie de l'individu d'aujourd'hui, le compagnon intéressé des jours et des nuits de chacun. Et cette accroche est déjà beaucoup plus intéressante aux yeux de l'Union européenne. Oui, c'est exact, et je dirais même plus, le smartphone est un préparateur et un éducateur à large spectre. Et il y a en cela convergence d'intérêts entre l'institution européenne et les différents acteurs et opérateurs privés. D'abord en raison de sa généralisation, de la banalisation de sa dotation, qui fait que, à l'exception peut-être des très jeunes enfants et de quelques rares réfractaires, l'équation est aujourd'hui quasi satisfaite, un individu, un appareil sur soi, en marche et connecté, y compris, j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, auprès de publics qu'on ne s'attendrait pas à en voir dotés, comme par exemple les migrants, les réfugiés et autres demandeurs d'asile.
Ensuite, il s'agit d'un point de connexion et simultanément d'un traceur, par la géolocalisation de l'usager, qui est une nécessité dans le cadre de l'établissement des télécommunications pour donner accès à l'utilisateur et maintenir sa connexion au service. Mais cette nécessité devient en soi une opportunité dérivée pour le développement d'autres applications et d'autres usages, alors qu'ils soient mobile commercial, informationnel ou de surveillance ou encore un croisement des trois, pouvant servir comme desservir l'usager, constituer une offre de prestations étoffée aussi bien qu'une servitude à son insu. Et c'est enfin une pratique qui devient une habitude, un recours permanent, un auxiliaire, un moyen, une assistance dont on ne peut plus se passer pour réserver, pour débloquer, pour payer, pour justifier. Et en cela, je n'hésite pas à dire que c'est quelque part une forme d'éducation ou de conditionnement d'aspect libéral. Je donne plusieurs exemples pour me faire comprendre. J'ai évoqué la question de l'économie circulaire dans le cycle de discussion précédent. Eh bien, à mon sens, le smartphone a ouvert la voie et préparé le terrain en tant que support et vecteur de la diffusion de sites et d'applications tels que Vinted, Le Bon Coin ou encore eBay, qui sont tous trois parfaitement emblématiques. On a ainsi assisté en quelques années à peine à une sorte de récupération, d'accaparement, d'enrégimentement du marché de l'occasion et même de la brocante par les plateformes en ligne. Le secteur de la brocante, tout particulièrement, du vide-grenier, je fais une rapide parenthèse, qui jusque-là était totalement hors marché officiel, en parallèle, à la marge, eh bien, est désormais tracé, sécurisé, presque monopolisé, et dans tous les cas, pour bonne part étrié, puisque les plateformes effectuent directement auprès des services fiscaux les déclarations du montant des ventes des particuliers réalisées par ce canal. Donc à la fois préempté par de grands acteurs et réintégré dans le circuit de prélèvement et de taxation opéré par les pouvoirs publics. Mais revenons à notre propos initial, à notre propos central. Ce dont les gens n'ont pas conscience avec Vinted, Le Bon Coin et eBay, c'est qu'au travers de cela, ils sont de plein pied dans la préparation à l'économie circulaire. Un cap a été franchi dans leur pratique. On peut même parler de changement culturel dans le comportement des consommateurs, qui tient à la fois d'une distanciation par rapport aux produits neufs et, pour certains usagers, à l'admission en douceur d'une paupérisation réelle, mais qui est édulcorée, rendue ludique par le jeu des enchères. C'est l'acclimatation aux mœurs de la fripe et à la passion du marchandage. Tout cela sous le contrôle des grandes plateformes et en parfaite collusion avec les autorités étatiques. Je renvoie également à ce que j'indiquais dans le cycle de discussion consacré à l'alimentation, le premier, à propos du développement récent de la traque aux invendus alimentaires via application mobile, qui est proposée en partenariat avec les grands acteurs, les grands opérateurs des tickets restaurants. Autre illustration de ce caractère formateur de l'engin, c'est cette convergence vers l'évaluation systématique instrumentalisée. La culture du like, de l'appréciation instantanée pour tout et pour rien, est en fait à la fois l'irruption généralisée de la note, de l'évaluation, avec en vue l'amplification de l'effet d'entraînement de la dimension grégaire pour l'orientation des masses. On va spontanément vers ce qui est vu massivement, aimé et qui plaît au grand nombre. Mais cette culture du like est finalement bijective. C'est simultanément une forme d'acceptation joyeuse et insouciante par l'individu de s'en remettre à la règle d'être lui-même évalué, de s'exposer pour recevoir des gratifications, des amis, de la considération, que sais-je, qui ne lui arrive que par le canal de ce nouvel instrument diabolique. Le principe de la notation, et en contrepoint celui de la séduction rapide et instantanée numérique, est une sorte de piège dans lequel l'individu se place en ne voyant que la carotte et sans apercevoir le bâton. Parce qu'en fait,
C'est une posture psychologique qui est le prélude à une forme de soumission inconsciente, où l'on accepte d'être en permanence sous le regard non pas d'autrui en tant qu'alter ego, d'un autre moi-même, comme dans le face-à-face physique de la vraie vie, mais sous celui de la multitude, qui en tant que telle se déshumanise au point d'être finalement non plus une personne, mais l'opinion, la mode, l'esprit du temps, le politiquement correct, bref, une manifestation du système à laquelle on se conforme. La cohorte des milliards de regards potentiels que, grâce à la prouesse des télécommunications et du numérique, la planète entière peut pointer sur moi, équivaut déjà à celui impersonnel d'une machine dont j'accepte l'évaluation comme un couperet. L'exhibition personnelle, qui est consentie dans des registres de plus en plus étendus, prédispose à la consigne, à l'impératif collectif, à la conformité, comme au verdict social. Social, c'est-à-dire que c'est aussi bien du public que des pouvoirs publics, de l'autorité. Je n'hésite pas à dire que c'est déjà la préparation au crédit social, vers lequel nous nous ruons de nous-mêmes joyeusement. Et dans le même temps, chacun croit pouvoir s'adonner lui-même à l'appréciation exigeante d'autrui, sans entrave ni retenue, dans un oubli complet de toute forme de civilité, puisque le jugement peut porter sur des thèmes où, dans l'ancien monde matériel, les convenances, la courtoisie ou l'éducation la plus élémentaire l'auraient écarté ou à minima modéré. On note la maison où on est reçu, on évalue l'ambiance comme la tenue des invités, on passe sur le grill ses amis et on l'affiche. Pourquoi pas l'appréciation publiée pour le cadeau de Noël qu'on a reçu ou pour la démonstration affective des grands-parents. Avec le en ligne, on est dans l'excès, dans le catégorique, dans l'impulsif, le sans nuance, le manichéen, dans une forme de basse et brute simplification. C'est j'aime ou je déteste, point à la ligne. Une sorte de boursouflure d'ego, un sentiment de puissance procuré par l'outil, et la vertu du doigt magique sur l'écran tactile. Ce mécanisme dialectique est suffisamment mis en évidence par les sociologues pour qu'il n'y ait pas besoin de s'y étendre. Alors, entendons-nous bien, je ne rejette pas les formidables possibilités apportées par le smartphone, mais je pointe juste l'effet pervers d'en devenir dépendant, accro et d'en user sans discernement. Je désigne seulement l'asservissement complet à des dispositifs complexes qui mêlent fin sécuritaire et fin marchande, dans lequel chacun a sombré avec ce nouvel instrument, alors même qu'il se sentait pousser des ailes grâce à lui. Oui, bien sûr, l'Union européenne n'est pas la seule responsable. C'est bien pour cela que je faisais l'usage du terme de convergence, dans le sens d'une coïncidence d'intérêts entre l'Union européenne et la sphère marchande. Alors, d'abord, je dirais qu'il y a une forme de communion culturelle entre le fait de dégainer ces likes dont je parlais, et les principes dont l'Union a fait usage dans la généralisation de l'étiquetage qu'elle encourage, l'étiquetage coloré, avec en particulier l'idée d'un effet moutonnier attendu par rapport à ce qui est pour les uns le plus aimé avec les likes et pour les autres le plus vert avec les étiquettes. Et dans les deux cas, le plus désirable et le plus souhaité. On fait appel au même schéma mental. Le dispositif d'étiquettes colorées, comme dans le cas des étiquettes énergétiques par exemple, loin de correspondre aux canons énoncés qui prétendent officiellement permettre aux clients de faire des choix éclairés, les maintient au contraire dans une forme de double aveuglement. L'individu est intimement convaincu qu'on lui doit bien la transparence et l'information, parce qu'il le vaut bien, comme dit la publicité, mais plus encore, en consommateur capricieux et tyrannique, il se persuade, grâce aux indicateurs colorés, qu'il est un expert pour toute acquisition. Il est un sachant, on ne la lui fait pas à lui, alors même que ses réactions sont simples, attendues et aiguillées pour acheter en priorité des produits estampillés à la teinte verte.
Se déterminer sur la base d'une étiquette énergétique, ou d'une étiquette nutritionnelle, ou que sais-je encore, est un modèle d'évaluation non critique, non élaborée, non construite par l'individu, réduite au mouvement instinctif primaire d'adhésion-rejet, comme le like, ni plus ni moins, à la lecture de codes couleurs simplistes qui appellent en fait un réflexe conditionné. Dans le même registre, je voudrais également signaler cette imprégnation commune à la sphère du digital et de la téléphonie et à l'institution européenne. Donc cette imprégnation de quoi? De la fluidité, du caractère glissant, insaisissable du système, avec ses constantes mises à jour ou ses réinitialisations qu'il faut suivre si on ne veut pas être décalé, dégradé, tenu en dehors du bon fonctionnement. De manière directe, c'est-à-dire ce que nécessite la machine pour assurer la continuité, le maintien de son fonctionnement, ou de manière indirecte, ce qui transite par la machine quant à l'évolution des prestations qu'elle propose en ligne, eh bien l'ensemble tend à resserrer encore le lien entre l'individu et son smartphone, lequel devient l'agent incontournable de l'adaptation comme de l'intégration sociale. C'est par lui que tout arrive, c'est grâce à lui que l'on peut rester dans la course, hors de lui, point de salut. Les consciences sont donc déjà préparées, et pour certaines formatées, par la pratique assidue des pervers services numériques. Voilà qui conforte l'Union dans sa certitude de tenir dans le smartphone la clé du devenir prochain de nos sociétés. Opportunisme ou participation active, il faut être clair, et là encore j'insiste, l'Union européenne prend une part active à ce devenir. Ce n'est pas exclusivement le fait de la pression du secteur privé, même si au final celui-ci profite bien entendu à plein des orientations retenues comme des conclusions tirées. L'Union a clairement cerné le rôle essentiel du smartphone dans nos sociétés, de même que toute la logique technologique et comportementale qu'il véhicule avec lui. Elle y voit donc un levier à mobiliser pour l'avancée de ses propres ambitions, faisant en sorte qu'ainsi l'outil travaille aussi pour elle. En premier lieu, je crois important de rappeler que l'institution a parfaite conscience de ce que la digitalisation générale a pour corollaire une médiation technique et servicielle systématique sans laquelle l'accès à l'information, au contenu et aux données est proprement impossible. Ça veut dire que la transition numérique que l'Union européenne entend promouvoir va de pair avec le recours à des entreprises, à des intermédiaires qui devront être payés, ou plus exactement qui devront trouver à se faire payer car l'Union n'entend évidemment pas débourser elle-même. C'est pourquoi l'idée que des prestations spécifiques tirées de l'exploitation des données puissent faire l'objet de rétribution ne la dérange pas, bien au contraire, puisqu'elle évoque clairement la perspective de modèles économiques bâtis sur les données. Alors je renvoie pour cela à une discussion antérieure que nous avons eue ici sur Europhilo et au chapitre 8 de l'individu dans l'Europe promise, où je faisais référence à cette sorte de deal proposé aux acteurs de la finance et de l'assurance en vue du développement des financements verts dont l'Europe a un cruel besoin. On vous ouvre l'accès aux données personnelles du patrimoine des individus, on le légitime, on le légalise cet accès aux données, et vous pourrez ainsi mieux les démarcher et les ponctionner, et en échange, vous accompagnez le financement des projets inscrits dans le pacte vert européen. Voilà, c'est ça la nature du marché, du deal. C'est ce qui explique cette forme de double langage de l'institution qui est tenue dans certains textes où, sous couvert d'œuvrer à la défense de la liberté et des intérêts des particuliers, l'Union européenne, ménage en fait des voies de profit pour les prestataires privés sur lesquels elle compte pour atteindre ses objectifs. La chose est particulièrement évidente dans la dernière mouture du règlement qui est connu dans le jargon comme e-privacy 2, la proposition de règlement concernant la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques.
C'est un texte qui est ancien, qui date de 2017 au stade de sa proposition, mais qui n'a toujours pas été validé. Donc il est en cours d'examen, en cours d'instruction. Mais c'est tout à fait symptomatique ce qu'il comporte. Pour justifier l'exploitation commerciale des métadonnées de téléphonie, l'Union adopte sa manière habituelle d'inversion des rôles et prétend soutenir la liberté de choix des utilisateurs finaux qui peuvent être demandeurs de services spécifiques en plus de celui de leurs appels. La tournure est savoureuse, je vais vous en lire quelques extraits, et notamment sur la fin de l'extrait que je vous donne. Soyez bien vigilants. L'utilisateur final peut consentir au traitement de ces métadonnées afin de bénéficier de services spécifiques comme des services de protection contre les activités frauduleuses par l'analyse en temps réel des données d'utilisation et de localisation et de compte client, c'est-à-dire où vous êtes et ce que vous faites en temps réel. Je continue. Dans l'économie numérique, c'est là que c'est amusant, les services sont souvent fournis moyennant une contrepartie non pécuniaire. Par exemple, l'exposition de l'utilisateur final aux publicités. C'est le paragraphe 18, l'ensemble de cet extrait d'un texte qui donc s'appelle COM 2017-10 final, si vous voulez le lire, qui date de janvier 2017 et qui est toujours en phase d'adoption. Donc on voit que dans ce cas, pour les particuliers, la contrepartie qui est évoquée demeure finalement modérée. Il ne s'agit pas d'argent à débourser, uniquement l'exposition au matraquage publicitaire. Merveilleuse économie numérique. Mais dans le même texte, l'institution va plus loin. Là, il ne s'agit pas de prendre en otage les particuliers sous couvert de prestations de services alléchantes, mais de mettre en gage les pouvoirs publics, c'est-à-dire les États membres, naturellement pas l'Union, les États membres. L'Union s'aventure à justifier elle-même l'utilisation commerciale des métadonnées des communications électroniques des particuliers par les prestataires de téléphonie mobile, en donnant pour justification une illustration qui est loin d'être innocente ou gratuite. Elle prend pour caution l'intérêt public. L'intérêt public. Alors, je lis l'extrait. Pour afficher les mouvements de trafic dans certaines directions au cours d'une période de temps déterminée, un identificateur est nécessaire pour relier les positions des individus à des intervalles de temps donnés. Si l'on devait utiliser des données anonymes, on ne disposerait pas de cet identificateur et les mouvements ne pourraient pas être visualisés. Alors ça, je fais la pause tout de suite, c'est parfaitement faux, puisqu'on pourrait avoir exactement le même type de suivi de points connectés par des pseudos, par l'intermédiaire de pseudos ou d'anonymisation des connexions. Il n'y a pas besoin d'avoir une identification personnelle individuelle. Alors je poursuis, vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est très éloquent. Une telle utilisation des métadonnées de communication électronique pourrait, par exemple, permettre aux pouvoirs publics et aux exploitants de transport public de déterminer où développer, ou au sens de à quel endroit, où développer de nouvelles infrastructures en fonction de l'usage des structures existantes et de la pression que celles-ci subissent. Ça, c'est le paragraphe 17 du même document. On voit donc que non seulement l'institution ne se contente pas de juste tolérer l'exploitation commerciale par les fournisseurs de téléphonie d'informations issues de métadonnées à racines personnelles, c'est-à-dire vous et moi géolocalisés à tel endroit, à tel moment par notre téléphone connecté, mais qu'elle l'engage sous le motif de l'amélioration des services à la population, des services à la population. Cela pourrait optimiser parfaire la programmation des infrastructures de transport public, comme s'il y avait besoin de suivre les conversations individualisées des gens pour savoir s'il faut se décider à créer une nouvelle ligne de tram ou de métro qui, à l'évidence, fait défaut et manque depuis des décennies, puisqu'en général, les équipements publics sont toujours en retard d'une guerre sur les besoins des populations. Et en plus, pour achever le tableau, quelque part, l'Union suggère, désigne déjà les futurs payeurs de cette exploitation des données. Qui sera le client des fournisseurs de téléphonie pour l'exploitation des métadonnées, en engageant à mot couvert les pouvoirs publics ou leurs concessionnaires. On les engage à passer la main à la poche pour cela. C'est-à-dire, justement, on vous a suggéré le fait de pouvoir bénéficier de l'exploitation de ces données pour des études de prospection de programmation d'infrastructures. Eh bien, allez-y, payez.
vous serez de bons clients et vous aurez une bonne information. Ça ne manque pas de piquant, on peut dire quel sacré toupet. Alors, dans le même ordre d'idées, il faut bien intégrer combien l'Union est directement intéressée à l'amélioration de la couverture réseau en Europe. Ainsi, des symptomatiques appels officiels pour, je cite, accélérer le déploiement de l'Internet rapide à haut débit dans les zones rurales pour atteindre l'objectif selon lequel tout le monde doit y avoir accès d'ici 2025. Ça, c'est une communication de 2020, comme 2020 381 final, si vous voulez le revoir. En fait, ça désigne simplement, c'est une illustration des efforts qui sont réalisés pour réduire la fracture numérique, c'est le terme consacré. Mais cette mansuétude qui, a priori, paraît louable, s'accompagne en fait, pour les zones rurales, du défi d'un autre espace européen commun des données. Vous vous souvenez, en plus de ceux des finances, l'espace européen commun des données de finances, l'espace européen commun des données de mobilité, l'espace européen commun des données de santé, que nous avions évoqué, et bien là, il s'agit de l'espace européen commun des données agricoles, qui implique une connexion active des exploitants, dont il s'agit dans les textes, je cite, d'obtenir confiance et consentement. Vous voyez, l'institution flaire que, finalement, il n'y aura pas une adhésion spontanée des intéressés. En d'autres termes, suivant la bonne habitude, l'apparent service rendu est en fait la condition pour l'atteinte d'un objectif qui est propre à la structure européenne. Ce fameux espace européen commun des données agricoles qui doit bien être alimenté digitalement par les intéressés, jusqu'à y compris en temps réel par les machines agricoles lorsqu'elles sont en fonctionnement. La moissonneuse, l'épandeur, etc. Pour avoir les données, il faut bien le réseau. Et oui, l'illustration est frappante, elle montre que les engagements à résorber les écarts territoriaux en matière de connexion et de couverture par les réseaux ne sont donc pas gratuits. D'eux dépend le bon fonctionnement du système voulu par l'Union. En définitive, la justice territoriale n'est finalement qu'un prétexte intéressé. Tout à fait, tout à fait. Est-il besoin de rappeler déjà les certificats vaccinaux et les QR codes de la période Covid? La belle trouvaille. Ces dispositifs d'aspect exceptionnel et temporaire, qui ont été mis en place et testés en grand dans l'urgence, correspondent en fait au schéma pérenne voulu. Ils ont simplement préfiguré l'organisation prochaine et durable, que je vais détailler maintenant en faisant référence à deux occurrences centrales où les dispositions impulsées par l'Union préemptent l'usage de nos smartphones. Alors, j'ai déjà rapidement évoqué le cas du portefeuille numérique européen d'identification, aussi appelé, toujours avec cette manière de vocable anglo-saxon, le e-wallet, et dont la généralisation dans tous les États membres arrive, puisqu'elle est désormais actée, avec certitude, pour mi-2026 au plus tard, que cela soit le fait d'un service gouvernemental ou d'un prestataire privé mandaté par l'État. Ça, c'est le règlement, le nouveau règlement 2024/1183 du 11 avril 2024 qui l'établit. Il faut bien saisir qu'on franchit là une étape supplémentaire par rapport au règlement antérieur qui datait de 2014. Il ne s'agit plus simplement de pouvoir produire des documents électroniques sur ordinateur qui auraient la même valeur juridique que leurs équivalents sur support papier. Mais ça, c'était l'objet du règlement de 2014. On pouvait donc fournir des attestations par voie d'ordinateur et pas simplement en présentant un papier ou une copie certifiée d'un papier. Là, avec le nouveau règlement, désormais, via le smartphone, il s'agit d'avoir non seulement les données d'identité et la signature électronique, mais également toute une série de ce qu'on appelle dans le jargon des données électroniques d'attributs, c'est-à-dire des documents administratifs variés, tels que titre éducatif et professionnel, votre brevet, votre bac, votre je ne sais quoi, votre statut professionnel, votre permis de conduire, l'attestation de couverture maladie, vos visas, etc. L'Union va donc tout ça stocker
sur ce portefeuille d'identité numérique européen. L'Union va donc plus loin que ce que proposent les équivalents privés opérés par Apple, Samsung ou Google, qui peuvent stocker pour vous vos cartes de crédit, vos cartes d'embarquement et vos billets, ainsi que, pour certaines marques, une poignée de marques de voitures, les clés de voiture de certains modèles récents postérieurs à 2022. Ça, c'est une offre proposée par le privé. Vous voyez que l'Union européenne propose une déclinaison équivalente, mais beaucoup plus étendue, avec tous les documents administratifs officiels qui correspondent à votre identité. Ce faisant, cette disposition contribue à la banalisation du fait de potentiellement se trouver en permanence en situation de devoir justifier son identité comme ses attributs. Réserver un restaurant, montrer son ticket d'entrée pour un spectacle ou présenter sa carte d'identité sur téléphone à tout bout de champ deviennent du coup équivalents. Pourtant, si on réfléchit 2 secondes et qu'on se reporte à l'ancien monde, cela aurait peut-être fait tiquer les gens de devoir sortir physiquement leur papier, leur carte d'identité, pour des contrôles d'identité récurrents. Cela aurait pu même faire l'objet de plaintes pour contrôle abusif. Or, ici, comme cela est rendu simple et fluide par le smartphone, cela paraît indifférent, comme un QR code. Le grand public ne fait même plus attention à ce qui est requis au moyen de ces appareils, ni aux implications profondes quant à la vie de tous les jours et au type de société qui s'établit. J'insiste sur ce point. D'autant que, second point majeur, le portefeuille numérique se doublera d'un porte-monnaie numérique, avec l'introduction de l'euro numérique et de toute la panoplie de fonctions dites supplémentaires de cette monnaie de banque centrale qui veut absolument éviter le qualificatif de monnaie programmable, mais qui le sera de fait en étant paramétrable. Là encore, pour l'analyse en détail de l'euro numérique, je vous renvoie au chapitre 8 de l'individu dans l'Europe promise et je ne m'y étends pas ici. Le smartphone sera le support privilégié de cette nouvelle pratique de l'euro numérique, du paiement numérique, notamment pour des paiements instantanés ou des paiements à l'usage, comme par exemple à chaque emprunt d'un vélo partagé dans les flottes urbaines de vélo-stations. Cela promet d'ailleurs une rude compétition entre moyens numériques privés des différents géants du secteur et la version numérique de la monnaie de la Banque centrale européenne. Je crois pouvoir déjà annoncer, sans être extra-lucide, que la BCE, donc la Banque centrale européenne, tâchera de jouer de tout son poids sur les segments captifs de clientèle, notamment tout ce qui est en dépendance de transferts opérés par les pouvoirs publics. Les allocations diverses, les salaires de la fonction publique, les différentes pensions, un certain nombre de retraites, etc., etc. Alors, comme démonstration de cette lutte acharnée pour se rendre maître des différents publics, y compris les moins attendus, j'ai déjà fait référence à cet exemple éloquent qui figure textuellement dans les dispositifs de mise en place de l'euro numérique, notamment dans la communication qui porte la proposition de création de l'euro numérique, qui date de 2023, la communication, et donc je vous lis un extrait. Vous allez voir le dispositif qui est prévu, et il me paraît extrêmement instructif. Je lis. Les demandeurs d'asile et les consommateurs qui ne se sont pas vus accorder de titre de séjour, mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons de droit ou de fait, peuvent se voir fournir des services de paiement en euros numériques par des prestataires de services de paiement. Alors, allez croire maintenant à la régulation de la migration par l'institution européenne. Avant même donc que l'euro numérique soit sorti, on a déjà prévu des dotations pour des migrants illégaux et inexpulsables que l'on qualifie pieusement de consommateurs, dont l'expulsion est impossible pour des raisons de droit comme de fait, autrement dit du fait qu'ils sont là, qu'ils sont sur le territoire européen, autant dire que l'expulsion est d'emblée exclue. Bon, ça me paraît vraiment très très significatif et parfaitement révélateur. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet central, on retrouve ici à l'œuvre la radicalité de l'homme nu, qui fait que le smartphone, d'une manière ou d'une autre, permet de passer à la toise tout être,
citoyen de l'Union ou pas, ressortissant de pays tiers, migrant ou réfugié, légal ou non, qu'importe. Tout cela en tant que simple corps en vie résidant actuellement en Europe. Bref, si je résume, avec le smartphone, on parvient à développer la digitalisation de la croissance, à continuer à monétiser ce qui ne l'était pas, à intégrer le grand troupeau en faisant en sorte que l'individu module son statut de pur émetteur de besoins en devenant approvisionneur d'un nouveau canal de richesse, non pas parce qu'il serait rendu autonome et réel producteur, mais par le seul fait de son existence et des données personnelles qu'il génère malgré lui tout du long. Ce qui fait que l'individualisme placé en ambassade, l'image de l'individu narcisse et petit maître, est en réalité un nouveau, je serais tenté de dire un énième miroir aux alouettes qui dissimule l'asservissement général au système. Un système qui est doublement tenu en Europe par les grands acteurs privés et le grand architecte qu'entend être l'Union. Or, la chose n'est pas sans danger. Avant tout, je le répète, parce que cette obstination de l'institution à multiplier, comme ses compétiteurs privés, les recours à des supports numériques pour les transactions de la vie quotidienne, sera elle-même porteuse de nouvelles fragilités et de nouveaux risques en soi. Les défaillances techniques généralisées, la cybercriminalité, ou que sais-je. Mais comme il s'agit d'un mouvement dialectique, ces mêmes risques et dangers seront le gage d'une nouvelle offre en produits payants, d'assurance ou de protection, dans le même temps qu'ils justifieront l'amplification des dispositifs de sécurité, de surveillance. Vous avez noté qu'on ne parle même plus aujourd'hui de vidéosurveillance. On a substitué le terme par celui de protection, de vidéoprotection. On dit pieusement de vidéoprotection. Mais donc des dispositifs, je disais, de sécurité, de surveillance, de vérification, d'authentification et de contrôle qui seront potentiellement porteurs à leur tour de risques pour nous, pour les libertés individuelles, avec des blocages sélectifs d'accès, les désactivations de comptes, les diverses formes que peut prendre la censure, etc., etc. C'est en fait une spirale infernale qui, à l'évidence, inquiète moins largement qu'elle ne le devrait. Voilà, je vous laisse sur ces éléments qui, je le crois fermement, sont à bien méditer. Nous poursuivrons notre discussion lors d'un prochain rendez-vous, auquel vous serez conviés sous peu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'abonnement et de sélectionner toutes les notifications, la fonction toutes les notifications, si vous souhaitez être prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo sur Europhilo. En attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et en ligne comme hors ligne, soyez vigilants.